Personne de ma famille n'est venu aux funérailles de mon mari, ni mes parents, ni ma meilleure amie. Ils étaient tous à la fête de fiançailles de ma sœur à la place. Mais alors que nous abaissions le cercueil, mon téléphone s'est allumé, un message de ma mère, nous devons parler maintenant, suivi de 36 appels manqués. Je m'appelle Cassandra Mitchell et j'ai 32 ans. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver seul aux funérailles de mon mari Bobby, à fixer des chaises vides là où ma famille aurait dû se trouver. Pas mes parents, pas Stéphanie, ma meilleure amie d'enfance. Les personnes qui avaient promis d'être là dans la maladie et dans la santé ont disparu lorsque ces vœux ont été mis à l'épreuve. Ce que j'ai découvert ce jour-là a tout changé dans ce que je croyais savoir de la famille, de la loyauté et de la vraie nature de l'amour. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Abonnez-vous et restez avec moi pour que je partage comment la trahison la plus douloureuse a conduit à un nouveau départ inattendu. Bobby et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans dans un petit café en centre-ville. Je me précipitais pour mon service d'infirmière, épuisé après un double service, quand je suis littéralement tombé sur lui, renversant mon latte sur sa veste. Au lieu de se mettre en colère, il a ri et a dit « Eh bien, c'est une façon de se réchauffer par un matin froid. » C'était ça, Bobby, toujours à trouver la lumière dans chaque situation. Il m'a demandé mon numéro ce jour-là, et je me suis surprise à le lui donner. Il y avait quelque chose dans ses yeux marron chauds et son sourire facile qui m'a immédiatement mise à l'aise. Lors de notre premier rendez-vous, nous avons parlé pendant des heures dans un petit restaurant italien. Il m'a parlé de son travail de pompier, de la façon dont il avait voulu aider les gens depuis qu'il était un petit garçon, regardant les camions de pompiers passer à toute allure devant sa fenêtre. J'ai partagé mon parcours pour devenir infirmière, notre dévouement mutuel au service, créant ainsi un lien instantané entre nous. Notre relation a progressé rapidement. En 6 mois, nous étions inséparables. Bobby m'a demandé en mariage lors d'une randonnée vers notre point de vue préféré surplombant la ville. La bague n'était pas fantaisiste, un simple solitaire qui avait appartenu à sa grand-mère, mais pour moi, elle était parfaite. Je n'ai pas grand-chose, m'a-t-il dit, mais tout ce que je suis est à toi. Mes parents n'ont pas été ravis quand j'ai appelé pour leur annoncer la nouvelle. La première question de ma mère concernait le salaire de Bobby. Le métier de pompier n'est pas exactement très lucratif, Cassandra, a-t-elle dit avec ce ton désapprobateur que je connaissais trop bien. Mon père était plus direct. Tu pourrais faire mieux. Il s'attendait toujours à ce que j'épouse quelqu'un de prestigieux. Un médecin de l'hôpital où je travaillais peut-être, ou un avocat. Quelqu'un qui pourrait offrir le style de vie qu'il pensait que je méritais. Mais Bobby m'a offert quelque chose de beaucoup plus précieux, l'amour et le soutien inconditionnel. Il m'a encouragé lors de ma certification en soins intensifs, me surprenant avec du matériel d'étude et m'apportant des dîners pendant les longues nuits de préparation. Il me faisait rire même lors de mes pires journées. Stéphanie, en revanche, semblait d'abord solidaire. Elle a été ma demoiselle d'honneur lors de notre petite cérémonie de mariage, bien qu'elle ait commenté qu'elle était surprise que j'aie choisi un lieu aussi modeste alors que mes parents avaient proposé de payer pour quelque chose de plus extravagant. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que Bobby et moi voulions quelque chose d'intime qui reflétait qui nous étions, pas l'idée de mes parents d'une déclaration sociale appropriée. Après le mariage, nous avons acheté une petite maison de style artisanal qui avait besoin de travaux, mais qui avait le porche parfait où Bobby m'avait promis que nous vieillirions ensemble, en buvant du café et en regardant le quartier changer. Nous passions nos week-ends à peindre des murs et à décaper des parquets, transformant cette maison en notre foyer, projet par projet. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, mais nous voulions d'abord profiter de nos premières années de jeunes mariés. Bobby rentrait de ses gardes aux casernes avec des histoires qui me faisaient passer du rire aux larmes. Je partageais les petites victoires et les chagrins de mes services en soins intensifs. Nous nous comprenions mutuellement dans notre travail d'une manière que peu de couples ne comprennent. Les horaires irréguliers, le coût émotionnel, la façon dont vous emportez certains patients et leurs familles avec vous pour toujours. Mes parents entretenaient une relation polie mais distante avec Bobby. Ils nous invitaient parfois à dîner, mais la conversation était stéréotypée et formelle. Bobby faisait toujours beaucoup d'efforts, apportant des cadeaux attentionnés et posant des questions sincères sur leur centre d'intérêt, mais ils ne se sont jamais entièrement ouverts à lui. Stéphanie venait souvent dans les premiers jours, bien qu'elle semble toujours faire des commentaires subtils sur notre modeste style de vie ou sur le travail dangereux de Bobby. C'est pendant notre 2e année de mariage que j'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas. Bobby a commencé à avoir des maux de tête, pas juste des maux de tête ordinaires, mais une douleur intense qui le réveillait parfois la nuit. Il les a attribués au stress ou à la déshydratation,
typique de Bobby de minimiser tout ce qui pourrait m'inquiéter. Mais ensuite est arrivé le jour où il m'a appelé du travail, sa parole légèrement déformée, disant qu'il ne se sentait pas très bien et qu'il rentrait plus tôt. C'était tellement inhabituel qu'il quitte un service que je savais que quelque chose n'allait pas sérieusement. Au fur et à mesure que les maux de tête s'aggravaient, il a finalement accepté de voir un médecin. Même alors, il a plaisanté sur le chemin du rendez-vous, c'est probablement juste toutes ces ailes épicées qui me rattrapent. Ce fut le dernier jour normal que nous ayons eu avant que tout ne change, avant que nos vœux de santé et de maladie ne soient vraiment mis à l'épreuve. J'organisais des fournitures dans la salle des médicaments pendant mon service quand mon téléphone a vibré avec un appel du capitaine de Bobby. Mon cœur a coulé. Les appels de la caserne pendant la journée signifiaient généralement que quelque chose s'était passé lors d'un appel. Cassandra, c'est le capitaine Miller. Bobby s'est effondré lors des vérifications matinales. Les ambulanciers l'emmènent à Merci Général tout de suite. Je ne me souviens pas avoir laissé tomber le plateau de médicaments. Je ne me souviens pas que mon superviseur m'ait dit d'y aller. Le prochain souvenir clair que j'ai est celui de courir à travers les portes des urgences, toujours en blouse, cherchant frénétiquement mon mari. Il l'avait déjà emmené pour un scanner au moment où je suis arrivé. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente, appelant mes parents et Stéphanie, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Stéphanie a rappelé en premier, promettant de venir tout de suite. Mes parents ont fini par m'envoyer un SMS disant qu'ils étaient retenus par un dîner important, mais qu'ils envoyaient des prières. Lorsque le neurologue est finalement venu me parler, son expression m'a tout dit avant même qu'elle ne dise un mot. Le scanner a révélé une grosse masse dans le cerveau de Bobby, un glioblastome, grade 4, le type de cancer du cerveau le plus agressif, terminal. Avec un traitement, nous envisageons peut-être 12 à 15 mois, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolé. La pièce a tourné autour de moi. 12 à 15 mois. Moins que le temps que nous avions passé à rénover notre cuisine. Moins que le temps que nous avions été mariés. Pas même assez de temps pour avoir les enfants dont nous avions parlé. J'ai senti le bras de Stéphanie autour de mes épaules alors que je m'effondrais sur une chaise, mais son réconfort semblait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Bobby a pris la nouvelle avec sa bravoure habituelle. Quand j'ai enfin été autorisé à le voir, ses premiers mots ont été « Salut, belle. Ne sois pas si inquiète. On gère. » Même avec des agrafes chirurgicales dans la tête suite à la biopsie, il essayait de me réconforter. Les premières semaines après le diagnostic ont été un tourbillon de rendez-vous, de plans de traitement et de paperasse. Radiothérapie, chimiothérapie, protocoles expérimentaux, seconds avis. Bobby abordait chacun avec détermination, recherchant les options et posant des questions intelligentes qui impressionnaient son équipe médicale. Stéphanie s'est d'abord impliquée, apportant des repas faits maison qui remplissaient notre congélateur et s'asseyant avec Bobby pour que je puisse me doucher ou faire la sieste. C'est ce que font les meilleurs amis, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Tu ferais la même chose pour moi. Mes parents ont rendu une visite maladroite à l'hôpital. Ma mère a tressailli visiblement en voyant les cicatrices chirurgicales de Bobby et mon père a immédiatement abordé des questions pratiques. La couverture d'assurance, les prestations d'invalidité, votre hypothèque. Avez-vous pensé à la façon dont vous gérez financièrement, a-t-il demandé, pas méchamment, mais avec la focalisation pragmatique qui caractérisait son approche de chaque crise. Vous pourriez avoir besoin de vendre la maison si cela continue trop longtemps. Bobby, même dans son état affaibli, a tendu la main pour me tenir. Nous avons une bonne assurance par le biais du département, a-t-il dit fermement. Et j'ai toujours été prudent avec nos économies. J'ai pris un congé de l'hôpital, utilisant mon temps de vacances accumulé et mon congé médical familial pour devenir la soignante à temps plein de Bobby. Notre salon s'est transformé en espace médical, un lit d'hôpital, des réservoirs d'oxygène, des horaires de médicaments affichés sur le réfrigérateur. J'ai appris à administrer ces traitements, à gérer ces symptômes croissants et à traduire le jargon médical pour nos amis et notre famille. La radiothérapie le rendait violemment malade. Les stéroïdes pour réduire l'édème cérébral faisaient gonfler son visage et son corps au point qu'il ressemblait à peine à l'homme fort et vital que j'avais épousé. Malgré tout, il est resté invariablement gentil, s'excusant quand il ne pouvait pas se rendre à la salle de bain à temps ou quand la douleur le rendait irritable. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça », m'a-t-il dit un soir alors que je changeais ses draps pour la 3e fois. Tu devrais être dehors à vivre ta vie, pas à jouer à l'infirmière pour un homme mourant. Je suis monté prudemment dans le lit à côté de lui, en faisant attention à ses 4 cathéters.
C'est exactement là où je veux être, lui ai-je dit, et je le pensais de toutes mes fibres. Pour le meilleur ou pour le pire. N'oubliez pas que les difficultés financières se sont vite fait sentir, même avec l'assurance. Les copaiements, les médicaments spécialisés non couverts par notre régime et l'équipement adapté se sont rapidement accumulés. La fraternité des pompiers de Bobby a organisé des collectes de fonds, mais les dépenses semblaient infinies. Lorsque Stéphanie m'a vu calculer les coûts à la table de la cuisine un soir, elle m'a proposé de nous prêter de l'argent. J'ai eu ce bonus le mois dernier, a-t-elle dit. Laisse-moi t'aider. Tu pourras me rembourser quand les choses se calmeront. Reconnaissante et épuisée, j'ai accepté son offre de $3000, ce qui a aidé à couvrir un matelas spécial pour prévenir les escarres et certains frais de consultation hors réseau. C'était la première fois dans notre amitié que j'empruntais de l'argent auprès d'elle, et quelque chose à ce sujet me mettait mal à l'aise, bien que je ne puisse pas l'articuler à ce moment-là. Au fil des semaines et des mois, j'ai remarqué un changement subtil. Les visites quotidiennes de Stéphanie sont devenues tous les quelques jours, puis hebdomadaires. Ses messages étaient de plus en plus remplis d'excuses. Stress au travail, problèmes de voiture, obligations familiales. Mes parents appelaient occasionnellement, demandant toujours des choses pratiques plutôt que comment nous réagissions émotionnellement. 6 mois après le début du traitement de Bobby, nous avons reçu la nouvelle que nous redoutions. La tumeur grossissait malgré tout. Son oncologue a recommandé un protocole de chimiothérapie différent, mais ses yeux avaient peu d'espoir. Bobby est resté déterminé à se battre, mais j'ai pu voir la prise de conscience dans ses yeux que nous manquions d'options. Ce soir-là, pendant qu'il dormait mal à côté de moi, je me suis permise de pleurer silencieusement l'avenir que nous perdions, les enfants que nous n'aurions jamais, les anniversaires que nous ne célébrerions pas, le fait de vieillir ensemble qui nous avait été volé. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le cancer n'était pas la seule chose que j'allais perdre. La véritable trahison ne faisait que commencer. Alors que l'état de Bobby s'aggravait, le cercle de personnes autour de nous se rétrécissait. Le flux constant de visiteurs des pompiers continuait. Ses collègues apportaient de la nourriture, tondaient notre pelouse, réparaient des choses dans la maison, mais nos relations personnelles ont commencé à se fragiliser. J'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas quand j'ai emprunté le téléphone de Stéphanie pour appeler la pharmacie pendant que le mien chargeait. Une notification de message de ma mère est apparue. « As-tu parlé à Cassandra de ce dont nous avons discuté ?» Le temps presse. Mon doigt a plané au-dessus du message, un sentiment nauséabond grandissant dans mon estomac. J'ai rendu le téléphone sans l'ouvrir, me disant que c'était probablement à propos d'une surprise pour nous remonter le moral ou d'une aide pratique qu'ils organisaient. Mais une semaine plus tard, j'ai surpris une conversation qui a brisé cette illusion réconfortante. Stéphanie était sortie sur notre porche arrière pour prendre un appel, sans réaliser que la fenêtre était légèrement ouverte. J'ai essayé d'en parler, disait-elle à voix basse, mais ce n'est jamais le bon moment. Elle est complètement dévouée à lui. Non, je ne pense pas qu'elle réfléchisse clairement à l'avenir du tout. Oui, je suis d'accord. Elle doit commencer à faire des plans pour après. Le mot est resté en suspens dans l'air comme une présence physique. Après la mort de Bobby, il planifiait déjà sa mort, la traitant comme une conclusion inévitable. Pendant que nous nous battions encore avec tout ce que nous avions ce soir-là, après avoir donné à Bobby ses médicaments du soir et m'être assuré qu'il était confortable, j'ai consulté notre compte bancaire joint. Les économies de Bobby, l'argent qu'il mettait de côté depuis avant notre rencontre, avaient considérablement diminué. Les factures médicales consommaient tout malgré l'assurance. Ce qui m'a le plus alarmé, c'est de voir une série de retraits que je ne reconnaissais pas, y compris un pour le montant exact que j'avais emprunté à Stéphanie, daté du lendemain de la remise de l'argent. Avais-je fait ces transactions et les avais-je oubliées? Avec l'épuisement obscurcissant mon esprit, cela semblait possible. Mais un doute lancinant persistait. Le lendemain, Stéphanie est arrivée avec du café et des pâtisseries, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Elle semblait inhabituellement intéressée par notre situation financière. « As-tu pensé à ce que tu feras de la maison ?» a-t-elle demandé négligemment alors que nous étions assis à la table de la cuisine. C'est beaucoup d'espace pour une seule personne. Bobby est toujours là, ai-je dit sèchement. Nous n'avons pas cette conversation. Elle est revenue rapidement sur ses pas, bien sûr, je voulais juste dire éventuellement, tu sais, des considérations pratiques. Tes parents ont mentionné que tu pourrais revenir à la maison pendant un certain temps après. Là encore, le mot « après ». Et maintenant, je savais que mes parents étaient effectivement impliqués dans les discussions qui se déroulaient dans mon dos.
Tes parents ont mentionné, ai-je fait l'écho. Quand exactement discutes-tu de moi avec mes parents? Elle a rougi. Nous sommes tous préoccupés pour toi, Cass. Nous voulons nous assurer que tu sois prise en charge si les choses ne vont pas bien. 2 jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe d'argent manquante dans le tiroir du bureau de Bobby. L'argent que ses collègues des pompiers avaient collecté pour aider aux dépenses. Lorsque j'en ai parlé à Stéphanie, elle a suggéré que je l'avais peut-être mal placé ou utilisé sans m'en souvenir. La fatigue de l'aidant est réelle, a-t-elle dit avec un sourire compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es épuisé. Peut-être qu'il est temps d'envisager un établissement de soins pour Bobby. L'assurance pourrait le couvrir et tu pourrais retrouver ta vie. Retrouver ma vie. Comme si ma vie avec Bobby, même dans sa maladie, était quelque chose à fuir plutôt que la chose la plus importante de mon monde. Ce soir-là, Bobby a remarqué ma distraction pendant que je l'aidais à dîner. Même avec ses capacités cognitives en déclin, il restait perspicace quant à mes émotions. Qu'est-ce qui se passe dans cette belle tête, a-t-il demandé, sa parole légèrement déformée par la pression de la tumeur sur son cerveau. Je ne pouvais pas le charger de mes soupçons. L'idée que des personnes en qui nous avions confiance puissent profiter de notre situation était trop douloureuse pour être exprimée. Au lieu de cela, je lui ai dit une vérité partielle. Je remarque juste que certaines personnes ne gèrent pas bien ta maladie. Elle s'éloigne. Bobby a hoché lentement la tête. Les gens ont peur quand ils ne peuvent pas réparer quelque chose. Cela leur rappelle leur propre mortalité. Il m'a serré la main avec la force qui lui restait. Mais toi, tu es resté. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Cassandra. Les trahisons ont continué à s'accumuler de manière subtile. Ma mère a appelé pour suggérer que je mette de côté tous les objets de valeur de la maison en lieu sûr avant que Bobby n'ait besoin de soins infirmiers à domicile. Stéphanie a emprunté ma voiture pour un week-end et l'a rendue avec le réservoir vide. Un chèque du fonds d'avantages sociaux de Bobby est arrivé et a mystérieusement disparu de notre courrier pendant l'une des visites de Stéphanie. 8 mois après le diagnostic de Bobby, j'ai finalement confronté Stéphanie directement. Elle avait annulé 3 visites consécutives, chacune avec des excuses de plus en plus élaborées. Lorsqu'elle est finalement apparue sur notre perron avec une explication bancale sur des problèmes de voiture, je l'ai invitée dans la cuisine pendant que Bobby faisait la sieste. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit en posant 2 tasses de café. L'argent que tu nous as prêté. Tu l'as repris de notre compte? Son expression a vacillé entre la surprise et la culpabilité avant de se fixer sur une préoccupation étudiée. Cassandra, de quoi parles-tu? Pourquoi ferais-je cela? Parce que le montant exact a été retiré le lendemain et que je n'ai pas fait ce retrait. Elle a tendu la main par-dessus la table vers la mienne, que j'ai retirée. Chérie, tu ne réfléchis pas clairement. Le stress te pèse. Peut-être que tu l'as utilisé pour l'un des traitements de Bobby et que tu l'as oublié. Ça arrive. Et l'enveloppe d'argent qui a disparu et le chèque d'avantage? Ai-je oublié ça aussi? Le visage de Stéphanie s'est légèrement durci. M'accuses-tu de te voler? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu Bobby appeler faiblement depuis la chambre. Pendant que je me levais pour aller le voir, Stéphanie a ramassé son sac. Je pense que nous avons toutes les deux besoin d'espace, a-t-elle dit. Appelle-moi quand tu te sentiras mieux. Elle n'est pas revenue pendant 3 semaines. D'ici là, les moments lucides de Bobby étaient devenus de rares trésors. La tumeur exerçait une pression sur des zones critiques de son cerveau, affectant sa parole, sa mobilité, et parfois sa reconnaissance des personnes. Mais dans ces moments clairs, son amour est resté indéfectible. Il me regardait avec ces mêmes yeux marron chauds qui m'avaient captivé dans le café et murmurait, toujours la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon isolement a grandi à mesure que les amis du travail cessaient de prendre de mes nouvelles. Leur malaise face à la maladie prolongée créait une barrière invisible. Mes parents appelaient moins fréquemment, leurs questions se concentrant toujours sur des questions pratiques plutôt que sur le soutien émotionnel. Et Stéphanie, lorsqu'elle apparaissait, semblait faire l'inventaire de nos biens avec ses yeux, comme si elle décidait déjà de ce qui pourrait avoir de la valeur. Ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que malgré tout, je n'aurais échangé aucun jour avec Bobby. Même dans les pires moments, son courage et sa gentillesse brillaient. La façon dont il s'excusait quand il ne pouvait pas se souvenir d'un mot. Comment il essayait toujours de me faire rire avec des blagues qu'il avait du mal à raconter. Son insistance à célébrer notre anniversaire même lorsqu'il pouvait à peine s'asseoir, me présentant une carte dessinée à la main qui disait simplement
pour toujours. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, j'ai commencé à comprendre que la trahison ne concernait pas seulement l'argent ou les biens. Il s'agissait de personnes qui effaçaient déjà Bobby alors qu'il se battait encore pour vivre et qui s'attendaient à ce que je fasse de même. Au 11e mois après le diagnostic, l'oncologue de Bobby a confirmé ce que nous savions déjà dans nos cœurs. Les traitements n'étaient plus efficaces. La tumeur s'était propagée à d'autres régions de son cerveau. Les soins palliatifs étaient notre prochaine étape. Je voudrais passer aux soins palliatifs à domicile, ai-je dit au médecin. Bobby veut être dans notre maison, dans notre lit. L'équipe de soins palliatifs est arrivée le lendemain. Une infirmière angélique nommée Maria, une assistante sociale et un aumônier. Ils ont transformé notre chambre en un espace paisible avec un lit d'hôpital positionné pour donner sur la fenêtre du grand érable qui commençait à bourgeonner. Ils m'ont instruite sur le processus de fin de vie, sur les médicaments de confort, sur les signes à surveiller. Appelez votre famille, a conseillé Maria doucement. C'est le moment des adieux. J'ai appelé mes parents ce soir-là, parlant à la messagerie vocale de mon père. Papa, les médecins disent que c'est le moment. Si maman et toi voulez dire au revoir à Bobby, vous devriez venir dans les prochains jours. Il a rappelé le lendemain matin. Ta mère et moi avons ce gala de charité ce week-end, mais nous essaierons de passer en début de semaine prochaine. Comment vont les finances? As-tu parlé à la compagnie d'assurance vie? La question m'a frappé comme un coup physique. Il n'est pas encore mort, papa. Bien sûr. Bien sûr. Je suis juste pratique. Tu auras des arrangements à faire bientôt. J'ai raccroché sans répondre et j'ai appelé Stéphanie ensuite. Oh, Cass, a-t-elle dit, sa voix appropriément sombre. Je serai là demain, je le promets. As-tu besoin que j'apporte quelque chose? As-tu déjà pensé aux maisons funéraires? Une autre personne qui sautait à l'avance à la mort de Bobby, ignorant le temps sacré qu'il nous restait. Viens juste dire au revoir, ai-je dit sèchement. Mais le lendemain, Stéphanie m'a envoyé un SMS disant qu'elle avait une urgence au travail et qu'elle viendrait le week-end suivant. Mes parents ont laissé un message vocal concernant un conflit d'emploi du temps avec leur événement de club de campagne. Alors que les gens qui auraient dû être là disparaissaient, Bobby a entamé la dernière étape de son voyage avec une dignité tranquille. Il y a eu des moments de confusion et de peur, mais aussi des moments de clarté parfaite. Pendant une telle période lucide, 3 jours après le début des soins palliatifs, Bobby m'a demandé d'apporter la boîte à clés de son placard. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, a-t-il dit, sa voix à peine audible. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des documents financiers, nos testaments, des polices d'assurance, et une enveloppe scellée à mon nom. Bobby a fait quelques changements, a-t-il dit, indiquant faiblement les papiers, le mois dernier quand tu es allé rendre visite à ta tante. Je me suis souvenu de ma première fois à le laisser avec un bénévole des soins palliatifs pour avoir quelques heures de répit. J'ai mis à jour notre testament et j'ai changé ma police d'assurance vie, a-t-il continué. La maison est maintenant payée. Je l'ai regardé avec confusion. Payée, Bobby. Comment est-ce possible? Une ombre de son ancien sourire a traversé son visage. Les pompiers prennent soin des leurs. Le fond bienveillant du département. Je ne voulais pas te le dire tant que ce n'était pas fait. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour la maison après. Bobby, non. Je l'ai interrompu, les larmes remplissant mes yeux. Nous n'avons pas besoin de parler de l'après. Il a atteint ma main avec effort. Nous devons. Je dois savoir que tu iras bien. Il a fait signe vers l'enveloppe. Lis ça quand je serai parti. Promets-moi que tu le liras seul. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes larmes. Et promets-moi autre chose, a-t-il murmuré. Promets-moi que tu reconstruiras. Que tu retrouveras la joie. C'est ce qui me donnera la paix. Je ne peux pas imaginer la joie sans toi, ai-je dit honnêtement. Tu le feras, a-t-il répondu avec une force surprenante. Tu es plus forte que tu ne le penses, Cassandra. Plus forte que tous. Je n'ai pas demandé qui étaient eux. D'une manière ou d'une autre, je le savais déjà. Les 2 jours suivants furent paisibles, remplis de petits moments précieux. J'ai lu à Bobby ses livres préférés, j'ai joué la musique de notre mariage, je me suis allongé à côté de lui en racontant des histoires de nos jours les plus heureux ensemble. Ses collègues des pompiers sont venus par paire dire au revoir, chacun m'enlaçant avec une compassion sincère avant de s'asseoir à côté du lit de Bobby pour partager des souvenirs ou simplement lui tenir la main.
Bobby s'est éteint au lever du soleil un mardi matin. Un instant, il était là, sa respiration laborieuse remplissant la pièce silencieuse, et l'instant d'après, il était parti. Je tenais sa main, lui parlant du cardinal qui venait de se poser sur notre rebord de fenêtre, son oiseau préféré. Maria, l'infirmière des soins palliatifs, est arrivée peu après mon appel. Elle m'a aidé à laver son corps une dernière fois, un acte d'amour et de respect ancestral. Lorsque le personnel des pompes funèbres est arrivé, j'ai embrassé son front et j'ai murmuré « Merci de m'avoir aimé ». Dans le terrible silence qui a suivi, j'ai appelé mes parents et Stéphanie. Ma mère a répondu, sa voix contrôlée. « Oh, Cassandra, je suis tellement désolé. Ton père et moi allons t'aider avec les arrangements. As-tu appelé la compagnie d'assurance ? Pas encore, maman. Il est mort il y a 1 heure. Bien sûr, ma chère. Mais ces questions nécessitent une attention rapide. Nous passerons cet après-midi. La réponse de Stéphanie fut pareillement axée. Je suis juste là. As-tu les informations de la police ? Je peux t'aider à passer des appels. Au lieu d'accepter leurs offres, j'ai appelé le capitaine de Bobby, qui est arrivé en moins de 30 minutes. Il s'est assis avec moi à la table de la cuisine, m'a aidé à passer les appels nécessaires et m'a demandé ce que Bobby voulait pour ses funérailles. Un service de pompiers, ai-je dit. Au chêne mémorial, où nous avions l'habitude de pique-niquer. L'aumônier du département m'a aidé à organiser tout cela. Les collègues de Bobby ont créé un magnifique service avec des traditions honorant les pompiers tombés au combat, une cloche cérémonielle, un dernier appel radio, ses bottes et son casque exposés à l'avant. Les pompes funèbres ont fourni des chaises pour 50 personnes. J'ai réservé des sièges au premier rang pour mes parents et Stéphanie. Ce soir-là, seul dans notre maison pour la première fois, j'ai ouvert l'enveloppe que Bobby m'avait laissée. À l'intérieur se trouvaient une lettre et d'autres documents. Ma très chère Cassandra, commençait-elle dans l'écriture soignée de Bobby. Si tu lis ceci, je suis parti avant toi, ce qui a toujours été ma plus grande peur. Pas la mort elle-même, mais te laisser seul. Mais tu ne seras pas seul longtemps. Tu as trop d'amour à donner et un esprit trop brillant pour rester solitaire. Il y a des choses que j'ai besoin de te dire que je ne pouvais pas dire tant que j'étais encore avec toi. Je suis préoccupé par tes parents et Stéphanie depuis un certain temps. Lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois, j'ai surpris une conversation entre ta mère et Stéphanie à propos de ma police d'assurance vie. Une conversation qu'elle n'aurait pas dû avoir. J'ai trouvé Stéphanie en train de regarder nos papiers financiers un jour pendant que tu faisais la sieste. Et l'argent manquant dont tu as parlé, je l'ai vu prendre l'enveloppe de mon bureau quand elle pensait que j'étais endormi. Je ne te l'ai pas dit parce que tu avais besoin de leur soutien et j'espérais me tromper. Mais au fil du temps, je suis devenu certaine qu'elle se positionnait pour bénéficier de ma mort. C'est pourquoi j'ai apporté des modifications pour te protéger. La maison est maintenant entièrement payée. Mon assurance vie ne te nomme que comme bénéficiaire avec des instructions spécifiques qui empêchent quiconque d'y accéder à part toi. J'ai organisé un conseiller financier, Sam Wilson, dont la carte est jointe, pour t'aider à gérer tout cela. Je déteste te laisser ce fardeau de connaissances, mais j'avais besoin de te protéger une dernière fois. Fais confiance à ton instinct sur qui mérite une place dans ta vie à l'avenir. Tu mérites des gens qui t'aiment pour ton beau cœur, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Tout mon amour pour toujours, Bobby. Joints étaient des relevés bancaires montrant des tentatives d'accès non autorisées à nos comptes. Des tentatives faites en utilisant l'adresse email de Stéphanie. Il y avait aussi des copies de messages textes entre ma mère et Stéphanie discutant de la substantielle prestation d'assurance et de la manière de guider Cassandra vers des investissements judicieux qu'elle pourrait aider à gérer. Alors que la vérité de leur trahison se cristallisait, j'ai également découvert le journal de Bobby. Dans une entrée datant de seulement 2 mois plus tôt, il avait écrit « Cassandra ne le voit pas encore, mais elle tourne autour comme des vautours. » Ses parents ont appelé 3 fois pour demander mon assurance. Stéphanie continue de parler de la maison. Elle la voit comme un distributeur de billets auquel elles pourront accéder quand je ne serai plus là. Je dois trouver un moyen de la protéger sans lui briser le cœur. Ce soir-là, j'ai pleuré non seulement la mort de Bobby, mais aussi le fardeau supplémentaire qu'il avait porté, sachant que les personnes qui auraient dû nous soutenir complotaient pour exploiter sa mort à la place. Le lendemain matin, j'ai fait du café, je me suis assise sur notre porche et je me suis préparé pour les funérailles, pour la trahison finale que je savais maintenant avec certitude venir. Le jour des funérailles de Bobby est arrivé avec un temps printanier parfait,
du soleil et une brise douce qui faisait bruisser les feuilles de chêne au-dessus de l'espace de rassemblement dans le parc commémoratif. J'avais passé la journée précédente dans un brouillard de chagrin et de préparatifs, coordonnant avec le directeur des pompes funèbres et acceptant des livraisons de nourriture de voisins et de collègues de Bobby qui remplissaient notre réfrigérateur et nos comptoirs. J'ai choisi une simple robe noire que Bobby avait toujours aimée, les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait données pour notre premier anniversaire, et sa bague de mariage sur une chaîne autour de mon cou. Le directeur des pompes funèbres, Monsieur Patterson, m'a prise en charge ponctuellement à 9h30, ses yeux bienveillants évaluant mon état émotionnel. Y a-t-il des membres de la famille qui vous accompagnent dans la voiture familiale, a-t-il demandé doucement. Non, ai-je répondu. Ils nous retrouveront là-bas. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Mes parents avaient appelé la veille au soir avec des assurances qu'ils arriveraient tôt pour aider à accueillir les gens. Stéphanie avait envoyé un simple message, à demain. Reste forte. Nous sommes arrivés au parc 30 minutes avant la cérémonie. Des pompiers en uniforme étaient déjà en train de s'installer, arrangeant le casque, les bottes et la veste d'uniforme de Bobby sur une table d'exposition recouverte d'un drapeau cérémoniel. Le capitaine Miller s'est approché de moi immédiatement, m'enveloppant dans un câlin d'ours. Nous sommes tous là pour toi, a-t-il dit, sa voix rugueuse d'émotion. Quoi que tu aies besoin, aujourd'hui ou n'importe quel jour. Alors que l'heure de début prévue approchait, je continuais de regarder vers le parking, à la recherche de la Mercedes argentée de mes parents ou de la hatchback rouge de Stéphanie. Les chaises ont commencé à se remplir avec les collègues de Bobby, le personnel de l'hôpital où je travaillais, et les voisins de notre rue. L'aumônier du département a regardé sa montre et s'est approché de moi. Devrions-nous attendre encore quelques minutes ? A-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête, sortant mon téléphone pour vérifier les messages. Il y avait un message de Stéphanie envoyé seulement 15 minutes plus tôt. Urgence au travail. Je ne peux pas partir. Désolé. Je t'appelle ce soir. Ma mère avait laissé un message vocal. Cassandra, la voiture de ton père fait un drôle de bruit sur l'autoroute. Nous allons devoir faire demi-tour. Tellement décevant. Nous avons appelé un mécanicien mais nous n'arriverons pas à temps. Appelle-nous quand tu pourras. Aucune véritable urgence. Pas de problème de voiture sérieux, juste des excuses fines comme du papier de soie livré au dernier moment. Nous devrions commencer, ai-je dit à l'aumônier, remettant mon téléphone dans mon sac. En prenant ma place au premier rang, le vide à côté de moi ressemblait à une présence physique. 3 chaises vides où mes parents et ma meilleure amie auraient dû être. J'entendais des murmures derrière moi, les gens remarquant et s'interrogeant. Les regards de pitié étaient presque pires que l'abandon lui-même. La cérémonie a commencé par la sonnerie cérémonielle d'une cloche, la tradition qui marque le dernier appel d'un pompier. Le capitaine de Bobby a parlé de sa bravoure, de son engagement envers le service et de sa gentillesse indéfectible. Des collègues pompiers ont partagé des histoires qui m'ont fait rire à travers mes larmes. Le chili tristement célèbre de Bobby qui était si épicé qu'il vidait la caserne. Sa tendance à adopter des animaux errants jusqu'à ce que nous trouvions des foyers pour eux. Sa patience infinie à former de nouvelles recrues. J'avais préparé une déclaration mais je n'étais pas sûr de pouvoir la prononcer sans craquer. Quand le moment est venu, je me suis approché du petit pupitre sur des jambes étonnamment stables. Bobby m'a dit un jour, ai-je commencé, ma voix plus forte que je ne m'y attendais. Que l'amour n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait. C'est se montrer présent. C'est être présent dans les moments difficiles, pas seulement dans les célébrations. J'ai regardé la mère d'uniforme, les gens qui s'étaient montrés constamment présents pendant la maladie de Bobby et maintenant dans sa mort. Chacun de vous nous a démontré ce genre d'amour durant la pire année de nos vies. J'ai parlé du courage de Bobby, de son humour qui ne faillit jamais, même dans ses moments les plus sombres, de son absence totale d'apitoiement sur soi malgré le sort terrible qu'il avait reçu. Je n'ai pas mentionné les chaises vides à côté de moi. Je n'en avais pas besoin. Leur absence parlait d'elle-même. Après la dernière prière et le pliage du drapeau cérémoniel, que le capitaine Miller m'a présenté avec une solennité formelle, les gens sont passés pour présenter leurs condoléances. Tant de gens ont murmuré des variantes de « si tu as besoin de quoi que ce soit », et je les ai remerciés automatiquement, sachant que la plupart des offres d'aide bien intentionnées s'estomperaient à mesure que la vie normale reprendrait. Alors que la foule s'amenuisait, un homme que je ne reconnaissais pas s'est approché avec hésitation. Il avait les yeux de Bobby et la même fossette au menton. « Cassandra, je suis Jason, le frère de Bobby. »
Je l'ai regardé en état de choc. Bobby avait mentionné son frère aîné une ou deux fois, mais avait dit qu'ils ne se parlaient plus depuis des années en raison d'un conflit familial qu'il n'avait jamais complètement expliqué. Je sais que c'est étrange, a continué Jason maladroitement. Nous n'étions pas en contact, mais quand j'ai vu la vie, j'ai dû venir. C'était mon petit frère. Les larmes ont rempli mes yeux alors que j'embrassais l'étranger qui portait des bribes de Bobby sur son visage. Il aurait été tellement content que tu viennes. Jason a jeté un coup d'œil aux chaises vides. Ta famille n'a pas pu venir. Ils ont choisi de ne pas venir, ai-je dit simplement. La compréhension a traversé son visage. Bobby disait toujours que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Maintenant, je vois pourquoi. Au cimetière, le dernier adieu fut encore plus intime. Juste moi, le directeur des pompes funèbres, et une poignée des collègues les plus proches de Bobby. L'aumônier du département a dit une dernière prière alors que les cendres de Bobby étaient placées dans la simple niche que nous avions choisie ensemble lors d'une de ces journées lucides. J'ai placé un petit emblème de pompier sculpté à côté de l'urne, un cadeau de sa classe de recrues. Le capitaine des pompiers avait organisé une réception à la caserne par la suite, mais je ne pouvais pas supporter plus de compassion, plus de questions sur ma famille absente. Au lieu de cela, j'ai demandé à Monsieur Patterson de me ramener chez moi. Quelqu'un vous attend, a-t-il demandé avec une préoccupation sincère. Vous ne devriez pas être seul ce soir. Je vais aller bien, l'ai-je assuré. Bien que je ne sois pas certaine que ce soit vrai. Alors que je montais les marches de notre maison vide, je me suis souvenu des paroles de Bobby au début de sa maladie. Nous parlions du malaise des gens face à son diagnostic, de la façon dont certains amis avaient déjà commencé à disparaître. Certaines personnes ne peuvent pas supporter les parties difficiles de la vie, avait-il dit. Elles veulent le mariage, mais pas le mariage, la naissance, mais pas les nuits blanches, les célébrations d'anniversaire, mais pas le travail quotidien d'aimer quelqu'un. Ne sois pas trop dur avec elle, Cass. Tout le monde n'a pas ta force. J'avais pensé qu'il était généreux. Maintenant, je me demandais s'il ne me préparait pas exactement à ce moment, me tenant seul sur notre porche, sachant que les personnes qui auraient dû m'aimer le plus avaient échoué au test ultime de loyauté. Alors que je tournais la clé dans la serrure, j'ai pris une décision. Cette trahison ne me définirait pas. J'honorerais Bobby en étant exactement la personne qu'il croyait que j'étais. Quelqu'un d'assez fort pour se reconstruire à partir des cendres. Une semaine après les funérailles, je triais les vêtements de Bobby. La tâche la plus difficile que j'ai jamais affrontée, quand la sonnette a retenti, j'ai vu Stéphanie se tenir entre mes parents sur le porche, tous trois arborant des expressions de deuil appropriées. J'ai envisagé de ne pas ouvrir. La pensée de leurs fausses condoléances me donnait la nausée. Mais la voix de Bobby semblait me murmurer à l'oreille. Affronte-le de front, Cass. Obtiens ta clôture. J'ai ouvert la porte sans les saluer. Chérie, a dit ma mère, s'avançant pour m'embrasser. Je suis restée rigide dans ses bras. Nous avons été tellement inquiètes. Tu ne réponds pas aux appels. Entrez, ai-je dit sèchement, m'écartant. Ils sont entrés dans le salon, mon père portant un plat à gratin couvert de papier d'aluminium. Stéphanie tenant un petit sac cadeau. Le caractère normal de ses gestes, comme s'il faisait une visite de condoléances standard plutôt que d'apparaître après m'avoir abandonné à l'enterrement de mon mari, était surréaliste. Nous avons apporté le dîner, a dit mon père, posant le plat sur la table basse. La lasagne de ta mère. Et ceci est juste un petit quelque chose, a ajouté Stéphanie, offrant le sac cadeau. Un collier souvenir avec la pierre de naissance de Bobby. Je n'ai rien accepté. Pourquoi êtes-vous ici? Ma mère a eu l'air déconcertée. Cassandra, nous sommes là pour prendre de tes nouvelles. Bien sûr, nous avons été inquiets. Tellement inquiètes que vous n'êtes venus à aucun des funérailles de Bobby. Un silence inconfortable s'est installé. Mon père s'est éclairci la gorge. C'était malheureux. Des problèmes de voiture, comme ta mère l'a expliqué. Ne. Les jeux interrompus. Ne m'insultez pas avec plus de mensonges. Stéphanie s'est avancée, son expression sincère. Cass, j'ai vraiment eu une urgence au travail. Mon patron ne voulait pas me laisser partir. Je me sentais terrible. Terrible au point d'envoyer un SMS plutôt que d'appeler. 15 minutes avant la cérémonie. Ma mère s'est assise sans y être invitée sur le canapé. Chérie, nous comprenons ton chagrin, mais il n'y a pas besoin de cette hostilité.
Nous sommes là maintenant pour t'aider à organiser et à aller de l'avant. Des arrangements? Oui, a ajouté mon père, regardant le salon d'un œil évaluateur. Cette maison est trop grande pour toi seul. Nous pensons que tu devrais vendre pendant que le marché est bon. Tu pourrais revenir à la maison jusqu'à ce que tu aies retrouvé tes pieds. Stéphanie a hoché la tête avec enthousiasme. Et j'ai fait des recherches sur des conseillers financiers lorsque le règlement d'assurance arrivera. Il existe de grandes opportunités d'investissement qui pourraient vraiment faire fructifier l'héritage de Bobby. Là, c'était le véritable but de leur visite, mis à nu, pas pour me réconforter, mais pour se positionner pour bénéficier de la mort de Bobby. Quand aviez-vous prévu de discuter de l'assurance avec moi, ai-je demandé calmement. Avant ou après avoir fait semblant de vous soucier de mon état? Stéphanie a jeté un coup d'œil nerveux à mes parents. Nous voulons juste t'aider à prendre de bonnes décisions. Le chagrin peut obscurcir le jugement. Mon père s'est penché en avant. As-tu déjà déposé la demande? Ces compagnies peuvent traîner les pieds si tu ne restes pas dessus. En fait, ai-je dit, marchant vers le bureau de Bobby et retirant un dossier. J'ai quelques questions pour vous tous. D'abord, j'ai étalé des copies des documents que Bobby m'avait laissés. Les relevés bancaires montrant les tentatives de Stéphanie d'accéder à nos comptes. Les messages textes entre elle et mes parents discutant de la manière de gérer mon héritage attendu. Voulez-vous expliquer cela? La couleur a disparu du visage de Stéphanie. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée sans son. Mon père s'est repris le premier. Où as-tu trouvé ça? Tu nous espionnes? Bobby les a trouvés. Il savait ce que vous faisiez. C'est absurde, a protesté ma mère. Nous essayons seulement de te protéger. Ton mari prenait des décisions financières discutables pendant sa maladie. Les médicaments affectaient sa pensée. Bobby était plus lucide dans ses pires journées que toi à ton meilleur, ai-je répondu, ma voix tremblant de colère. Il voyait exactement qui tu étais. Stéphanie a commencé à pleurer, des larmes qui auraient pu m'émouvoir autrefois, mais qui semblaient maintenant aussi fabriquées que son amitié. Cass, tu tords tout. Nous nous inquiétions que tu te fasses avoir. Bobby n'était pas très lucide vers la fin. C'est pourquoi tu as pris l'argent de son bureau? Pour me protéger? Elle a tressailli. Je l'ai emprunté. Je comptais le rembourser. Et l'enveloppe d'argent qui a disparu de notre courrier. Je n'ai jamais touché de chèque, a-t-elle protesté, mais ses yeux ont fui. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. Nous sommes venus ici pour t'aider, et tu nous traites comme des criminels. Ce pompier t'a mis du n'importe quoi paranoïaque dans la tête. Ce pompier, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel, était mon mari. Il m'a protégé jusqu'à son dernier souffle, y compris de vous. J'ai sorti le document final, le testament et la police d'assurance mis à jour de Bobby. Il a tout changé, tu sais. La maison est payée. La police d'assurance ne me nomme que comme bénéficiaire avec des dispositions spécifiques empêchant tout transfert aux membres de la famille pendant 5 ans. Ma mère a haleté. Il ne peut pas faire ça. Il l'a fait. Il s'est assuré que vous ne puissiez pas me manipuler pendant mon deuil. Le visage de mon père s'est assombri de colère. Voilà la gratitude, après tout ce que nous avons fait. Qu'avez-vous fait exactement, papa? Vous n'avez pas aidé pendant sa maladie. Vous n'êtes même pas venu à ses funérailles. Il n'a jamais été assez bien pour toi, a laissé échapper ma mère. Tu aurais pu épouser un médecin, avoir la sécurité financière, le statut social. Au lieu de cela, tu t'es lié à un homme avec un travail dangereux et un revenu médiocre. La vérité enfin. J'ai presque apprécié son honnêteté après tant de mensonges. Bobby valait 100 fois mieux que vous, ai-je dit calmement. Il comprenait ce que signifie vraiment la famille. Ce n'est pas une question de statut ou d'argent. C'est se montrer présent. C'est l'amour qui ne vient pas avec des conditions. Stéphanie a fait une dernière tentative. Cass, tu ne réfléchis pas clairement. Le chagrin fait des choses aux gens. Nous tenons à toi. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de ne jamais vous revoir, ai-je interrompu. Bobby m'a laissé tout ce dont j'ai besoin, y compris la clarté pour voir qui m'aimait vraiment et qui me voyait comme un chemin vers l'argent. Le visage de mon père s'est durci. Tu le regretteras, Cassandra. Quand le chagrin passera et que tu seras seul dans cette grande maison avec tous ces souvenirs, tu auras besoin de ta famille.
J'ai une famille, ai-je dit. Aucun d'entre vous n'est dans cette pièce. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. S'il vous plaît, quittez ma maison et ne revenez plus. Toute communication ultérieure peut passer par mon avocat. Ils sont partis dans un silence stupéfait. Ma mère s'est arrêtée à la porte avec des larmes dans les yeux qui auraient pu être un remords sincère ou simplement la frustration d'un plan déjoué. Quoi qu'il en soit, il était trop tard. Alors que je fermais la porte derrière eux, un sentiment étrange m'a envahi. Pas la solitude écrasante que j'attendais, mais quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la liberté. La première nuit après avoir affronté mes parents et Stéphanie, j'ai dormi plus paisiblement que depuis le diagnostic de Bobby. Il y avait quelque chose de clarifiant à avoir la vérité au grand jour, à ne plus avoir à trouver d'excuses pour des gens qui n'avaient jamais mérité ma loyauté. Le lendemain matin, je me suis réveillé au soleil qui filtrait par la fenêtre de la chambre et j'ai pris une décision. J'allais prendre le dernier cadeau de Bobby, la liberté financière, et l'utiliser pour reconstruire ma vie avec intention. J'ai commencé par de petites étapes. Je suis retourné travailler à temps partiel en soins intensifs, où mes collègues m'ont accueilli avec compréhension et un espace pour guérir. Beaucoup avaient assisté aux funérailles de Bobby et savaient l'absence de ma famille, mais personne n'a insisté pour avoir des explications. Au lieu de cela, ils ont assuré mes services lorsque le chagrin m'a frappé de manière inattendue, apporté du café pendant les longues nuits et partagé leurs propres histoires de perte et de rétablissement. Le capitaine Miller et les pompiers de la caserne Bobby sont restés présents dans ma vie d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ils se présentaient régulièrement pour tondre la pelouse, réparer un robinet qui fuyait, ou simplement partager un repas et des histoires sur Bobby. Ils sont devenus la famille qui était là depuis toujours, cachée à la vue de tous. Bobby nous a demandé de veiller sur toi, m'a dit Miller un soir alors qu'il réparait la rambarde de notre terrasse. Mais honnêtement, nous l'aurions fait de toute façon. Tu es l'une des nôtres maintenant. 3 mois après les funérailles, j'ai rencontré Sam Wilson, le conseiller financier que Bobby avait sélectionné. Il m'a aidé à créer une fondation au nom de Bobby qui fournirait des bourses d'études pour les enfants de pompiers. Il semblait juste d'honorer son héritage de service en soutenant la prochaine génération. Votre mari était incroyablement méticuleux, a commenté Sam pendant que nous finalisions les documents. Il a vraiment pensé à tout pour rendre cette transition plus facile pour vous. C'était Bobby, ai-je dit en souriant à travers mes larmes. Toujours à prendre soin des autres. Alors que l'été déclinait en automne, j'ai commencé le processus douloureux mais nécessaire de passer en revue les affaires de Bobby. Chaque objet portait des souvenirs. Sa chemise à carreaux préférée portait toujours son odeur. Sa tasse à café avec une anse ébréchée est restée sur son crochet dans la cuisine. Ses lunettes de lecture se trouvaient sur sa table de nuit à côté d'un roman policier à moitié lu. Je ne me suis pas précipité. Certains jours, je ne pouvais trier qu'un seul tiroir avant que les émotions ne m'envahissent. D'autres jours apportaient des rires inattendus en découvrant la collection de chaussettes rigolotes de Bobby ou les mots doux qu'il avait cachés dans notre chambre. Un après-midi, en organisant son bureau, j'ai trouvé une carte de visite pour Jason, le frère aîné de Bobby, avec une note manuscrite de Bobby. Il faudrait réessayer un jour. Après avoir hésité pendant des jours, j'ai finalement appelé le numéro. Jason a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai trouvé ta carte dans les affaires de Bobby, ai-je expliqué. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être prendre un café un jour. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante dans un café tranquille. La ressemblance avec Bobby était encore plus frappante à la lumière du jour. Les mêmes rides autour de ses yeux quand il souriait, la même pose réfléchie avant de parler. Je regrette de ne pas avoir tendu la main plus tôt, a dit Jason après que nous ayons échangé des plaisanteries maladroites. Notre rupture était à propos de quelque chose de tellement stupide. Des désaccords familiaux après la mort de nos parents. Bobby n'en parlait pas beaucoup, ai-je admis. Ça lui ressemble. Jamais celui qui dit du mal des autres. Jason a remué son café distraitement. Quand j'ai vu son avis de décès, j'ai réalisé combien de temps nous avions perdu. Des années que nous ne pouvons pas récupérer. Il gardait ta carte, ai-je suggéré. Je pense qu'il voulait aussi renouer. Cette première rencontre en a mené d'autres. Jason a partagé des histoires de Bobby enfant, son absence de peur, sa nature protectrice, sa détermination à devenir pompier malgré les objections de leurs parents. J'ai trouvé du réconfort dans ces aperçus de l'homme que j'avais aimé avant de le connaître. Jason avait sa propre famille. Une femme nommée Rachel et des jumeaux qui avaient le sourire de Bobby.
Ils m'ont invité à des dîners du dimanche et des réunions de famille, m'intégrant dans leur vie avec une aisance naturelle qui m'a fait réaliser ce que ressentait une vraie famille. Le jour du premier anniversaire de la mort de Bobby, j'ai organisé une petite commémoration à notre endroit préféré au bord du lac. La famille de Jason est venue avec les frères pompiers de Bobby et plusieurs de mes collègues infirmiers. Nous avons partagé des souvenirs et planté un jeune chêne avec une plaque simple. Robert Mitchell, époux, frère, ami bien-aimé. Son amour continue de croître. Ce soir-là, seul dans notre maison, qui me semblait maintenant vraiment mienne, j'ai ouvert une lettre arrivée dans le courrier du matin. C'était de Stéphanie. Cassandra, commençait-elle. J'ai écrit cette lettre une douzaine de fois au cours de la dernière année. Rien de ce que je peux dire n'excusera ce que j'ai fait. L'avidité et l'envie m'ont tué et j'ai trahi l'amitié la plus importante de ma vie. Je ne demande ni pardon ni réconciliation. Je veux juste que tu saches que perdre ton amitié m'a appris ce qui compte vraiment et que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de la confiance que j'ai gaspillée. J'espère que tu as trouvé la paix et que le souvenir de Bobby continue de t'apporter du réconfort. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je ne l'ai pas non plus jetée. Elle représentait quelque chose d'important, une reconnaissance de la douleur causée et des conséquences de la trahison. Mes parents n'avaient fait aucune tentative de réparation, affirmant par l'intermédiaire de connaissances mutuelles que je les avais repoussés pendant mon chagrin. Au fil des saisons, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien pour jeunes veuves et veufs. Partager mon expérience a aidé d'autres personnes à surmonter leurs propres pertes et leurs histoires m'ont rappelé que la douleur, bien qu'unique à chaque personne, est aussi universelle. Quand le printemps est revenu, j'ai pris une autre décision importante. En utilisant une partie de l'assurance vie de Bobby, j'ai acheté un petit cottage près du lac où nous rêvions de prendre notre retraite un jour. La maison principale, notre foyer commun, je l'ai gardée, incapable de me séparer des murs qui avaient été témoins de notre histoire d'amour du début à la fin. Le cottage est devenu mon sanctuaire du week-end. Un endroit pour entendre les huards à l'aube et regarder les lucioles au crépuscule. Un endroit pour sentir la présence de Bobby dans la beauté de la nature qu'il avait tant aimée. Tu avais raison, lui ai-je murmuré un soir alors que j'étais assise sur le quai, les pieds pendant dans l'eau fraîche. J'ai retrouvé la joie. Pas la même joie que nous avions, mais quelque chose de nouveau qui honore ce que nous avons partagé. De nouvelles amitiés sont entrées dans ma vie. Des liens sincères se sont formés par des intérêts communs et le respect mutuel plutôt que par l'histoire ou l'obligation. Je suis devenu proche de Maria, l'infirmière des soins palliatifs qui nous avait guidés à travers les derniers jours de Bobby, découvrant en elle un esprit Kindred qui comprenait à la fois la perte et la résilience. J'ai repris mon travail d'infirmière à temps plein, mais j'ai changé pour les soins palliatifs, m'appuyant sur mon expérience pour réconforter les familles qui naviguaient dans leur propre parcours à travers le deuil. Le travail était émotionnellement exigeant mais profondément gratifiant, me permettant de transformer ma douleur en compassion pour les autres. 2 ans après la mort de Bobby, je me suis assise sur notre porche, celui où il m'avait promis que nous vieillirions ensemble, regardant un orage d'été arriver. L'air semblait électrique de possibilités. La trahison de ceux en qui j'avais le plus confiance m'avait enseigné des leçons douloureuses mais nécessaires. Que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la présence. Que l'amour se démontre par les actions, pas par les mots. Que la perte, bien que dévastatrice, peut aussi être clarifiante. Bobby avait vu la vérité sur mes parents et Stéphanie bien avant que je ne sois prête à l'admettre. Son dernier acte de protection, assurant ma sécurité financière et mon indépendance, m'avait donné la liberté de reconstruire ma vie selon mes propres termes, entouré de personnes qui m'appréciaient pour moi-même plutôt que pour ce qu'elles pouvaient gagner. La plus grande leçon que j'ai apprise en perdant tout, c'est que je n'avais pas réellement perdu ce qui comptait le plus. L'amour de Bobby est resté avec moi, non seulement dans les souvenirs, mais dans la force qu'il m'avait aidé à découvrir en moi-même. La capacité de me tenir seul plutôt que d'accepter des relations conditionnelles. Le courage de recommencer. Si vous avez jamais eu à reconstruire votre vie après une trahison ou une perte, j'espère que mon histoire vous apportera un certain réconfort. La vraie famille n'est pas toujours celle à laquelle nous sommes nés. Parfois, ce sont les gens qui se présentent quand tout le monde s'en va. Les collègues qui deviennent des amis, le frère éloigné qui devient une bouée de sauvetage. Les voisins qui apportent des plats en sauce non pas pour gagner quelque chose, mais simplement parce qu'ils se soucient. Bobby m'a dit un jour que la mesure d'une vie bien vécue ne se résume pas aux possessions ou aux réalisations, mais à l'amour que nous donnons librement, sans rien attendre en retour. Selon cette mesure, sa courte vie était plus riche que la plupart qui s'étendent sur des décennies.
Il me manque toujours tous les jours. Mais maintenant, quand je pense à Bobby, ma première pensée n'est pas la perte, mais la gratitude pour l'amour que nous avons partagé et les leçons qui continuent de me guider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, j'adorerais entendre parler de quelqu'un qui s'est montré présent pour vous lorsque cela comptait le plus. Laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous si vous souhaitez entendre plus d'histoires de résilience. Et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Rappelez-vous que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls tant que nous restons ouverts aux connexions inattendues qui peuvent devenir notre famille choisie. Merci de votre écoute et à la prochaine fois, soyez la personne qui se montre.